Bien, après les brillantes interventions que nous avons entendues, je vous propose, pour vous détendre un petit peu, d'aborder le thème très sérieux qui nous réunit ce soir, peut-être d'une autre manière, même si c'est un peu prétentieux de ma part, tout simplement parce que, contrairement à nos intervenants, je ne suis pas philosophe et je ne suis que journaliste, quelque peu critique littéraire et historien. Et donc, à la fois, j'allais dire, observateur et lecteur. Observateur, je me trouve à la croisée entre, croisée d'ailleurs parfois difficile, entre le réel et le monde des idées. Et c'est à partir de là que je voudrais essayer d'aborder ce thème. Évidemment, ça va un peu recouper, mais pas complètement, ce qui a été dit. Donc, j'espère que vous me pardonnerez les quelques redites qui pourraient se faire. En tout cas, je vais essayer de mener au tout début une sorte d'enquête. Tous les philosophes, Aristote lui-même a d'abord enquêté sur les diverses constitutions, donc je peux me mettre sous ce patronage. Donc enquête sur ce qu'est la modernité, mais très rapidement pour nos contemporains, ça a déjà été abordé. Et puis je vais tenter d'aborder deux aspects qui ont été traités aussi ce soir. Donc cette question de la modernité comme éventuelle hérésie chrétienne et la question du matérialisme. Et je vais faire surtout appel, puisque je suis un journaliste, un critique, surtout appel à beaucoup de citations, vous me pardonnerez là aussi, j'espère. Ça vous donnera peut-être l'occasion de découvrir quelques auteurs, ou du moins d'en profiter avec moi. Ça sera, j'espère, un moment de récréation pour presque finir cette soirée. Donc tout d'abord, la modernité, tout le monde en parle, et on en parle particulièrement ce soir, mais plus personne ne semble savoir ce que c'est. Et deuxièmement, la modernité semble être un terme, passe-tout, voire passe-partout, ce qui tient peut-être à une situation du mot qui est un mot polysémique, ce qu'on n'a peut-être pas assez qualifié ce soir. Alors tout d'abord, la modernité, tout le monde en parle, mais plus personne ne semble savoir ce que c'est. Pas besoin beaucoup d'insister longtemps sur ce constat. Tout à l'heure, Maxence Écart, au début de sa merveilleuse intervention, nous a montré ce petit objet. Je ne donnerai pas son nom parce qu'il n'y a pas lieu de faire de la publicité, mais donc a insisté par ce biais sur l'aspect technique. Il a discuté d'ailleurs ce lien entre modernité et aspect technique. Mais la modernité, Bernard Dumont l'a aussi laissé entendre, habite complètement nos champs de vision. Et par exemple, pour vanter un produit commercial, un slogan proclame, c'est simple, c'est moderne. Pour annoncer un festival de musique, un site internet affirmé de son côté, écoutez, c'est moderne. Dans sa lutte contre la nourriture carnée, une association de défense des animaux clame « moins de viande, c'est moderne ». Alors à une autre échelle, quand l'inénérable Daniel Cohn-Bendit, que ma grand-mère appelait ce comte bandit, veut annoncer son soutien à Emmanuel Macron, il explique « Macron, c'est la version moderne de Bayrou ». Si nous gravissons encore un palier dans cette enquête, le sociologue, je l'ai pris un peu au hasard, le sociologue Michel Viviorca explique dans un entretien accordé à Jean-Louis Servan-Schreiber que non, utiliser les nouvelles technologies ne signifie pas être moderne. Vous n'êtes pas seul, cher Maxence. Le sociologue n'est pas, lui, un homme du commun, je parle de Michel Viviorca, il voit les choses de plus haut et les cerne mieux. Alors, qu'est-ce qu'être moderne pour lui ? Être moderne, c'est respecter les droits humains. Citation. Il apporte d'ailleurs un autre élément de réponse, quoique de manière indirecte, et je le cite à nouveau. La religion participe de la modernité. C'est un thème qui vient d'être abordé très rapidement dans les diverses contributions. La religion participe de la modernité si elle est à sa place, en dehors de l'État. Fin de citation. Donc j'arrête là mon enquête rapide. Nous constatons, on le sait depuis tout à l'heure au moins, que le mot moderne, modernité, sont utilisés dans des contextes variés, très différents les uns des autres, sans qu'on sache exactement de quoi ils retournent toujours. Deuxièmement, la modernité, disais-je, semble être un terme passe-tout, voire passe-partout, ce qui tient à sa nature de mot polysémique. En recevant le prix Nobel de littérature en 1990, Octavio Paz déclarait, pour vous dire qu'on n'est pas les seuls ce soir à s'interroger sur ce qu'est la modernité, Octavio Paz déclarait donc « La modernité est un mot qui cherche sa signification,
Est-ce une idée, un mirage ou un moment historique? Sommes-nous les fils de la modernité ou est-elle notre création? À cette question, le plan d'un cours de sociologie de la modernité, puisqu'il y a de la sociologie de la modernité de 2010, répondait à l'attention des étudiants de licence 3 par ces quelques notes. Moderne, c'est un terme polysémique, avec un sens commun, on vous l'a dit tout à l'heure, qui renvoie à l'actuel, le contemporain, le temps présent. C'est un adjectif du XIVe siècle, étymologie latine modernus, qui veut dire récemment. Il y a aussi un sens comparatif, compare l'ancien au moderne, et il y a un sens historique au sens de la discipline historique, ce que les historiens désignent comme moderne, et le passage entre le Moyen-Âge, 14e et 15e siècle, jusqu'à la Révolution française. Les modernistes, au sens des historiens modernistes, n'étudient pas la période contemporaine. Et puis il y a un sens sociologique, bien sûr, nous dit ce plan de cours, qui renvoie à ce bouleversement majeur, celui évoqué par les historiens. Et puis surtout, pour rassurer Maxence Écart encore une fois, le plan de ce cours nous rassure également. La modernisation, il est dit, il ne faut pas confondre avec la modernité. La modernisation n'est qu'un volet de la modernité. Vous ne serez pas tout à fait d'accord avec ça. Donc être moderne peut s'entendre comme une opposition des contemporains contre les anciens, ça a été un des thèmes importants, ou renvoyer aux tenants de la modernité philosophique. En tout état de cause, moderne, modernité sont des termes à la fois très utilisés, mais dont il faut toujours éclairer l'exacte signification. Et vous me permettrez là de citer Bernard Dumont, qui, dans une remarquable étude sur le mariage indissoluble et la modernité, doit écrire d'entrée de jeu, enfin même si c'est en note, précisons, je le cite, précisons une fois pour toutes que dans ce chapitre, les termes moderne et modernité sont pris dans le sens philosophique pour désigner la conception générale du monde et de la vie qui a pris corps à partir du XVIIe siècle, s'est structuré à l'époque des Lumières, puis s'est politiquement incarné au moment des révolutions américaines, je pense que c'est la révolution aux États-Unis, et des révolutions américaines et françaises, avant de devenir le principe hégémonique de la culture du monde occidental et occidentalisé. Fin de citation. Il faut préciser, nous dit-il, donc, preuve supplémentaire, si je puis dire, que les termes utilisés, décidément, ne reçoivent pas une acception commune et unique. Alors que la modernité pose problème, et même un sérieux problème, raison de notre rencontre de ce soir, l'histoire en témoigne également. À cet égard, une seule citation permettra de le montrer. Elle est de Paul Hazard, c'est un peu facile, mais je vais quand même la rappeler. Quel contraste, quel brusque passage, la hiérarchie, la discipline, l'ordre que l'autorité se charge d'assurer, les dogmes qui règlent fermement la vie, voilà ce qu'aimaient les hommes du XVIIe siècle, les contraintes, l'autorité et les dogmes, voilà ce que détestent les hommes du XVIIIe siècle, leurs successeurs immédiats. Les premiers sont chrétiens et les autres anti-chrétiens. Les premiers croient au droit divin et les autres au droit naturel. Les premiers vivent à l'aise dans une société qui se divise en classes inégales. Les seconds ne rêvent qu'égalité. Certes, les fils chicanent volontiers les pères, s'imaginant qu'ils vont refaire un monde qui n'attendait qu'eux pour devenir meilleur, mais les remous qui agitent les générations successives ne suffisent pas à expliquer un changement si rapide et si décisif. La majorité des Français pensaient comme Bossuet, tout d'un coup les Français pensent comme Voltaire. C'est une révolution. Fin de citation. Alors avant de terminer cette rapide introduction, je voudrais encore m'arrêter sur une autre sorte de discours qui existe dans les milieux catholiques, disons, conservateurs, pour faire court, et qui a été très bien synthétisé par Jacques Maritain. Alors dans le propos que je vais rapporter, il ne s'agit pas du Jacques Maritain d'après la condamnation de l'Action française, ni du Maritain d'humanisme intégral, ni celui de la controverse sur le bien commun avec Charles de Coninck, ni encore l'ultime Maritain des paysans de la Garonne. Non, il s'agit du Maritain résolument antimoderne. En tous les cas, c'est le titre d'un recueil de textes qu'il a publié en 1922 aux éditions de la Revue des Jeunes. Et dans son avant-propos, Maritain écrit ceci. Ce que j'appelle ici anti-moderne aurait pu tout aussi bien être appelé ultramoderne. Il est bien connu en effet que le catholicisme est aussi anti-moderne par son immuable attachement à la tradition qu'ultramoderne, par sa hardiesse à s'adapter aux conditions nouvelles surgissant dans la vie du monde. Fin de citation. Ce propos, qui au fond se veut de la part de Maritain très rassurant, non, les catholiques ne sont pas incapables
de s'adapter au monde, un vieux thème donc qui connaîtra son heure de gloire à Vatican II, appelle au moins deux petites remarques. Premièrement, le philosophe qui est Jacques Maritain, qui appellera plus tard à distinguer pour unir, met là, sur le même plan, deux acceptions du terme moderne, la modernité philosophique, à laquelle il s'oppose, ou il entend s'opposer, et une modernité indéfinie qui serait, par on ne sait quel miracle, une capacité d'adaptation, voire une hardiesse. Et deuxièmement, le problème que soulève une telle assertion, c'est qu'au fond, le critère discriminant de la modernité reste la modernité. C'est en fonction d'elle que l'on juge du bien et du vrai. La modernité reste la mesure, alors qu'au contraire, autre citation si vous me le permettez, Péguy, qui a été pendant un temps un des grands amis de Maritain, Péguy écrira « Il ne faut donc pas dire seulement que dans le monde moderne, l'échelle des valeurs a été bouleversée, il faut dire qu'elle a été anéantie, puisque l'appareil de mesure et d'échange et d'évaluation a envahi toute la valeur qu'il devait servir à mesurer, échanger, évaluer. L'instrument est devenu la matière et l'objet et le monde. C'est un cataclysme aussi nouveau, c'est un événement aussi monstrueux, c'est un phénomène aussi frauduleux que si le calendrier se mettait à être l'année elle-même. » C'est extrait, ce passage de la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne. C'est l'un des points qui me semble intéressant dans la démarche et le livre de Maxence Écart, cherchant à saisir la singularité de la démocratie moderne. Il en vient à établir, même s'il a été modeste sur ce point, la généalogie de la modernité elle-même. Ce faisant, il la sort de son propre champ d'évaluation, ou plus exactement d'auto-évaluation. Et pour parler à la manière de Péguy, excusez du peu, l'appareil de mesure n'est plus la modernité elle-même, le problème ne se referme pas sur lui-même, et on peut enfin en discuter. Alors, la modernité, c'était l'une des questions soulevées par Guilhem Golphin tout à l'heure, la modernité est-elle une hérésie chrétienne? C'est la question que soulève indirectement le livre de Maxence Écart, et pour laquelle il répond par la négative, vous l'avez entendu, je ne résumerai pas son propos. Pourtant, sa position constitue une certaine nouveauté, parce que la thèse inverse a été très largement partagée. Dans son essai Modérément moderne, sous-titré « Les temps modernes ou l'invention d'une supercherie », Rémi Brague convoque lui aussi Charles Péguy pour confirmer que la modernité, selon lui, constitue bien un héritage chrétien qui aurait en quelque sorte mal tourné. Brague cite Péguy, je vais citer Brague citant Péguy, donc je vais citer Péguy. Le mot moderne est aussi essentiellement parasite, nous dit Péguy. Il ne tire sa force ou son apparence de force que des régimes qu'il combat, des mondes qu'il a entrepris de désintégrer. Mais nous pouvons aussi convoquer un autre écrivain, tout comme Rémi Brague le fait au demeurant, en la personne de G.K. Chesterton. Vous me pardonnerez cette excursion dans ce domaine que je connais un tout petit peu. Et donc, dans l'orthodoxie, l'écrivain anglais établit directement le lien entre la modernité et le christianisme. Le monde moderne n'est pas méchant, nous dit-il. À certains égards, il est beaucoup trop bon. Il est rempli de vertus farouches et gaspillées. Quand un certain ordre religieux est ébranlé, comme le christianisme le fut sous la Réforme, les vices ne sont pas seuls à se trouver libérés. Certes, les vices sont libérés et ils errent à l'aventure et ils font des ravages, mais les vertus aussi sont libérées et elles errent plus farouches encore, et elles font des ravages plus terribles encore. Le monde moderne est envahi de vieilles vertus chrétiennes devenues folles. Les vertus sont devenues folles pour avoir été isolées les unes des autres, contraintes à errer chacune en sa solitude. Fin de citation. Dans Hérétique, qui est au fond l'essai le plus clairement consacré à cette question, Chesterton va jusqu'à écrire, après avoir décrit l'affrontement entre le paganisme et le christianisme, pour le reste, tout dans le monde moderne est d'origine chrétienne, tout même ce qui nous paraît le plus anti-chrétien. La Révolution française est d'origine chrétienne, le journal est d'origine chrétienne, les anarchistes sont d'origine chrétienne, la science physique, décidément, est d'origine chrétienne, les attaques contre le christianisme sont d'origine chrétienne, et il y a une seule chose, une seule existant de nos jours, dont on puisse dire en toute vérité qu'elle est d'origine païenne, et c'est le christianisme. Fin de citation. Alors la pensée de Chesterton, qui certes n'est pas un philosophe, c'est pour ça que je suis en bonne compagnie, mais qui était habité par une philosophie, et que la modernité découle du christianisme,
en ce qu'il est un christianisme dénaturé ou parce qu'il se fixe sur un seul aspect du christianisme qu'il érige en tout. À vrai dire, Chesterton, quand il évoque le monde moderne, n'évoque pas d'abord les Lumières et ce qui a suivi dans les Lumières, il remonte beaucoup plus haut et beaucoup plus loin, comme le soulignent les citations que je viens de rappeler. Il remonte, vous l'avez entendu, à la Réforme protestante, qu'il appelle d'ailleurs d'une manière plus générale l'hérésie protestante, et il remonte aussi à la Renaissance, dont il dit clairement dans son Saint Thomas d'Aquin qu'elle devrait plutôt s'appeler la rechute. Qui dit rechute, ça c'est une exégèse que je me permets de faire, qui dit rechute implique pourtant le retour à un état antérieur, lequel état antérieur se caractérise par un délabrement qui a dû lui-même être suivi par un relèvement. Dans l'esprit de Chesterton, donc, ce relèvement a été opéré par le christianisme et la chute première, outre celle de nos premiers parents, et celle de l'Antiquité païenne. Autre point donc, que je vais tenter d'aborder, non pas pour vous apporter des réponses, vous avez bien compris que je livre des avis, des réflexions d'autres. Je suis prudent, quelque peu, on va dire, quelque peu foussard, donc je ne me suis pas engagé sur un terrain que je ne maîtrise pas complètement. Deuxième point, donc, la modernité se caractérise-t-il par un pur matérialisme? Est-ce que l'Antiquité païenne dont je viens de parler, à travers cette exégèse de Chesterton, se caractérisait-elle par un pur matérialisme qui aurait été en quelque sorte réactivé par la modernité, laquelle se révélerait être une rechute qui continue? Je vous propose, pour répondre à cette question, un détour par la question du totalitarisme, thème moderne s'il en est, à travers la thèse non d'Hannah Arendt, mais à travers la thèse de Claude Paulin, qu'il a exposée en 1977 dans un livre que je trouve assez remarquable, qui s'appelle « L'esprit totalitaire ». Maxence Eckard s'appuie d'ailleurs en partie sur cette thèse, du moins la cite, et ça sera donc l'un de nos points de rencontre. Alors, il n'est évidemment pas dans mon propos ici de résumer cette thèse, ni cette approche de Claude Paulin. Je voudrais simplement livrer à votre réflexion certains éléments dégagés par Paulin qui me semblent éclairer notre recherche de ce soir. Quel est d'abord l'intérêt de cette démarche? Le totalitarisme, sous ses incarnations les plus visibles, est l'un des effets de la modernité. Est-il un fruit légitime ou un accident de parcours? Je laisserai ici cette question de côté ou le soin à d'autres d'y répondre. Mais partant du constat de l'existence du totalitarisme, Claude Paulin a voulu cerner celui-ci au plus près en ne se contentant pas d'une approche qui tend trop souvent à confondre tyrannie, une antique catégorie politique, et totalitarisme, concept censé traduire une réalité nouvelle. Donc mon propos ici n'est pas d'offrir un résumé, j'insiste bien là-dessus, de la thèse de Claude Paulin, mais de piocher, ici ou là, dans celle-ci, quelques éléments de réflexion. Premièrement, Claude Paulin note que la modernité a changé notre regard sur la politique en raison d'une vision pessimiste du pouvoir que l'on peut relier à une vision pessimiste de l'homme. Depuis l'aube de la modernité, écrit-il, prévaut de la manière la plus générale une conception radicalement pessimiste du pouvoir, obtenue pour les uns à force d'insister sur son côté sombre et sur le rôle au demeurant traditionnel qui lui est dévolu dans l'expiation du péché, tandis que pour d'autres, la nécessité du pouvoir est l'effet de la méchanceté des hommes et de la nécessité de la dominer, ou du moins de leur extrême faillibilité. Deuxièmement, Claude Paulin est amené, par rapport à son sujet d'étude, à poser la question suivante. Le pouvoir n'est-il pas définitivement totalitaire quand il est l'expression d'une infrastructure économique? Troisièmement, Claude Paulin remarque à la fois que l'économie naît à l'époque des Lumières et qu'elle est un effort pour libérer l'homme des contraintes de la nature, ce qui a été très largement rappelé ce soir. Je le cite quand même. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'économie naît au siècle des Lumières. La rationalité économique n'est qu'une forme de cette vaste lutte entreprise par l'homme contre la nature, mais qui a comme terme naturel la libération de l'humanité des contraintes de cette nature. L'efficacité économique est de l'aveu même de Weber une expression particulièrement triomphale de cette volonté qu'a l'homme de devenir maître et seigneur et possesseur de la nature. Elle est orientée à l'humanité.
Ensuite, Claude Paulin remarque encore que l'échange économique postule une certaine égalité et qu'il a pour conséquence d'égaliser. L'égalité est la condition de l'échange. Qui veut échanger doit donc aimer l'égalité d'un amour aussi fort que celui qu'il porte au commerce. Et comme l'échange égalise et qu'il apprend encore à jouir des fruits de cette égalité, il se peut même que celle-ci soit bientôt considérée comme son bénéfice le plus attendu. J'en viens maintenant à la conclusion logique des remarques de Paulin, même si faute de temps je dois sauter à pieds joints des pans entiers de sa démonstration. Et je le cite encore, on peut donc conclure: quiconque aime les biens matériels doit aimer l'égalité, et aimer celle-ci dans la mesure même où il aime cela. L'esprit de l'or est un esprit d'égalité. Tout matérialisme est égalitaire, le culte de l'égalité est le fils du culte de l'économie. Il le dit encore autrement dans la conclusion finale de son étude. Ainsi, reconnaître la spécificité de l'égalité motrice du totalitarisme, c'est comprendre que l'attrait éprouvé pour elle est seulement un effet dont il faut encore trouver la cause, et par conséquence, dans un même moment, poser la question de son origine, et celle de l'origine non pas du souci de l'économique, mais de la primauté de l'économique dans l'esprit, le cœur et la volonté de l'homme. Si l'on accepte de définir le matérialisme par cette primauté, la question posée par les sociétés industrielles modernes est celle du triomphe du matérialisme, à moins que l'on préfère dire que c'est l'origine de l'égalité économique parmi les hommes. Il semble donc, fin de citation, pardon, il semble donc que la modernité soit en rapport avec le triomphe du pur matérialisme, au moins pour quelqu'un comme Claude Paulin, à travers ce souci d'égalité qui l'habite. Je tire rapidement en conclusion de tout ça, puisque le temps passe. Pour faire court, au terme de ce parcours chaotique, on peut dire qu'à une égalité d'ordre spirituel telle qu'elle existe dans le christianisme et qui ne nie pas les inégalités de nature, la modernité a substitué une égalité d'ordre matériel, se traduisant par le triomphe du matérialisme, par la primauté de l'économique. À titre personnel, je ne suis pas sûr que ce matérialisme soit exactement celle de l'Antiquité, mais les prédécesseurs corrigeront et répondront à cela, comme je ne suis pas sûr non plus que le matérialisme caractérise à lui seul la modernité, ou alors comme athéisme total. Et là je me plais aussi, une nouvelle fois Bernard Dumont qui nous donne cet extrait, enfin plutôt qui résume la position d'Augusto Del Noce, qui disait ceci, enfin qui avait remarqué ceci: l'histoire moderne et contemporaine est dominée par le déploiement de l'athéisme, dont la forme ultime est constituée par l'irréligion naturelle qui éclot aujourd'hui dans la société occidentale. Celle-ci est la prétention affirmée au début du cycle moderne de séparer la religion de la révélation, tentative qui voulait former, comme le désirait Kant, une religion ramenée dans les limites de la simple raison, à la mesure d'une humanité parvenue à l'âge adulte et vivant sa pleine autonomie. Mais il me semble que l'on peut rejoindre la conclusion de Maxence Écart à propos de l'ordre logique de la démocratie. Je le cite: égalité de droit, liberté, moralité subjective, bien-être, tels sont les 4 temps de la machine démocratique. L'image est vraiment superbe. Et concernant la généalogie qu'il a établie, il est intéressant de noter également, j'ai amené avec moi le dernier numéro, c'est pas un moment de pub, mais le dernier numéro de Marianne. Et dans Marianne, il y a tout un entretien avec l'inénarrable, incontournable homme qui sait faire sa publicité, Michel Onfray, qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Décadence, et qui est en écho, qui est largement en écho avec ce que nous disons ce soir. Notamment, il remarque dans cet entretien accordé au journaliste de Marianne, le journaliste lui demande: vous nous parlez de la décadence de la civilisation judéo-chrétienne, mais c'est le monde moderne, libéral, celui de la civilisation des Lumières, qui est la cible principale des terroristes islamistes. Voilà la question du journaliste, et dans sa réponse qui est très très longue, dont je ne vais pas vous la citer dans son entier, Michel Onfray apporte sa contribution à la première question qu'on a abordée ce soir, à savoir de la modernité comme hérésie chrétienne,
Selon lui, certes, les églises sont vides, là-dessus, sur ce constat, malheureusement, on sera d'accord, certes, les églises sont vides, mais les cerveaux sont restés chrétiens, notre logiciel est resté chrétien, nous dit-il. Là-dessus, donc, on a vu que Maxence Écart, d'autres parmi nous, certainement, ne sont pas tout à fait d'accord, et pourtant, il y a un point d'accord, et je tenais à le souligner pour terminer, entre Michel Onfray et Maxence Écart, c'est sur la naissance, le moment, l'année de naissance réellement de la modernité, ce moment où il y a cette rupture et ce basculement. Je cite encore, et puis après c'est fini avec les citations, je vous le promets, je cite Michel Onfray, « D'une certaine manière, la Révolution française est également un produit du christianisme. » Il insiste, pardon Maxence, « La parousie, le millénarisme, le prophétisme, le messianisme fournissent les éléments d'un même schéma dit progressiste. » Donc la question sous-jacente aussi avec la finalité, mais vous oubliez la date des dates, 1417, qui est celle de la découverte par Le Pol du manuscrit de la nature des choses de Lucrèce. Paradoxalement, c'est dans cette découverte que mai 68 trouve son origine. Pour la première fois depuis 1000 ans, cette philosophie matérialiste permet le combat contre la domination du christianisme. Je trouve résumé là assez... J'avais pas lu, assez merveilleux. Je trouve absolument bien résumé par Michel Onfray, même si on ne partage pas forcément ses approches et surtout ses autres conclusions, les termes de notre débat de ce soir, de notre discussion de ce soir. Je vous remercie. Oui, merci donc Philippe. Oui, alors le temps tourne en effet, mais on va quand même, quand je crois, prendre le temps de quelques questions. Ce serait vraiment dommage que je prenne le temps de faire. Pardon, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que je peux poser une question à Maxime Écart? Maxence, excusez-moi. Vous avez parlé de la liberté dans le monde moderne, dans un monde qui vire à un nihilisme, enfin, tout se dégrade, et la liberté comme la liberté de l'instant, donc il n'aurait plus d'objet, qui serait limité à l'instant. Et vous n'avez pas, à mon avis, enfin, ce soir du moins, opposé la liberté chrétienne, que personnellement je verrais, la liberté chrétienne, c'est celle qui attend quelque chose, qui attend notre conversion, et qui attend quelque chose d'un monde à naître ou à venir. Donc, et je pense paradoxalement à ce philosophe qui est complètement oublié, Théodore Heckel, excusez-moi la prononciation épouvantable, philosophe allemand qui a fait le chrétien à l'histoire. C'est-à-dire que le chrétien, dans quelques situations qu'il se trouve, a toujours la possibilité, le devoir, d'incarner son histoire, d'être son histoire. Donc, quelle que soit la conjoncture, l'extrapolation d'un monde moderne qui est en autodestruction, semble-t-il, si j'ai bien compris. Deuxième point, on a parlé aussi de ce monde moderne qui finalement a besoin de temps de repos. Le diable, oui, le diable vit du corps du bien. Si, dans l'extrapolation que vous avez admirablement analysée, c'était très riche ce soir, parce que trop riche, si le diable a besoin du corps du bien, et de temps en temps, le diable doit faire une pause. Je prends l'exemple, dans l'école républicaine que j'ai bien connue, de mon enfance et avant, a eu besoin de faire une pause, donc de vivre des résidus anciens pour durer, jusqu'au moment où elle arrive, au moment où elle s'effondre totalement. Mais il y a bien un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire que dans ce monde qui va vers son autodestruction, parce que j'ai bien compris, il y a bien des moments de latence où on peut jouer un rôle. Voilà, c'était les deux questions. Un Maxence Écart, excusez-moi. Bon alors, d'abord sur le premier point, sur la liberté. Je vous ai dit que la révolution était d'abord une révolution sémantique. Et lorsqu'on parle de liberté de l'évangile, qu'est-ce que c'est la liberté de l'évangile? C'est la qualité des libéris. Les libéris, ce sont les enfants. Donc la liberté des enfants de Dieu, c'est la qualité d'être enfant de Dieu. Et donc d'adhérer à Dieu, librement bien sûr, puisqu'un enfant n'est jamais contraint lorsqu'il aime son père. Mais donc cette liberté de l'évangile, c'est vraiment l'adhésion à Dieu. Elle n'a que peu à voir avec la liberté des Lumières, qui est une absence de contrainte. Et lorsque je parlais de la liberté de l'instant pour caractériser la modernité, bien évidemment, je parlais de la liberté des Lumières. Ce que nous cherchons, c'est de jouir sans contrainte
et dans les quelques instants de notre existence. Second point, si je le résume bien, vous nous dites, bah oui, on est peut-être dans un monde mauvais, peut-être que le Léviathan domine la modernité, mais néanmoins, il fait des pauses, et dans ces pauses, sortons notre crucifix, notre chapelet, et essayons de faire avancer le royaume de Dieu. Je dirais que nous sommes ici dans la salle de Albert le Grand, donc chez les Dominicains, donc je vais essayer de me conformer à un thomisme strict. Pour saint Thomas d'Aquin, le mal en soi n'existe pas. Le mal est une absence. Alors il est évident que si la modernité est un mal, la modernité est quelque part une absence. Et c'est peut-être cela qui pourrait réunir nos approches un peu divergentes. Lorsque je dis que la modernité ne peut pas venir du christianisme, parce que l'absence ne peut pas venir de l'être. L'absence de l'être ne peut pas venir de l'être. Mais bien évidemment qu'une absence est forcément dans quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont les hommes que nous sommes, c'est notre civilisation qui a été chrétienne incontestablement. Et donc, tant que nous existons, nous avons la possibilité de retrouver notre être et nos racines, bien entendu. Mon seul point, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer à la fin de mon intervention, c'est que les mots, quelque part, sont sans importance. C'est la grande leçon de Platon dans le Cratyle. Peu importe les mots, ne nous écharpons pas sur les définitions et les mots. Ce qui compte, ce sont les choses. Mais en même temps, et il le dit aussi, les mots sont très importants, parce qu'ils véhiculent des choses, et ils conditionnent notre agir. Et évidemment, ce que je cherche à prévenir, c'est qu'on utilise les concepts de la philosophie des Lumières en espérant soutenir par là le christianisme. Et ça me paraît une fausse manœuvre. Merci. Oui, alors, oui, moi je voudrais revenir quand même sur cette question. On a parlé de Chesterton. Je ne suis pas sûr que Chesterton soit l'avocat du fait que le modernisme ou la modernité soit une hérésie. Il ne dit pas que c'est une hérésie, on va dire que c'est une des chrétiennes devenues folles. Et je crois qu'il dit également quelque part que le fou c'est celui et qu'il ne reste plus que la raison. Et donc je ne crois pas que l'hérétique est quelqu'un à qui il ne reste plus que la raison. Justement, ce qui le caractérise, c'est qu'il reste dans quelque chose qui va au-delà de la raison. Et donc finalement, en Chesterton disant il ne reste plus une idée chrétienne devenue folle, c'est-à-dire c'est bien une idée chrétienne qui a radicalement refusé le christianisme, en se reliant qu'à la raison. Voilà, ça c'est une première chose. Alors la question, c'est plutôt une observation, enfin peut-être vous allez répondre, mais on a parlé d'hérésie, on a parlé de protestantisme. Certains ont dit que la modernité pouvait être le résultat du protestantisme, et en même temps c'est frappant, je ne sais pas si c'est qui a cité Jean Brun ou Jacques Ellul, je crois que c'est vous, vaguement, qui sont deux éminents protestants, et qui sont dans l'époque contemporaine parmi les analystes les plus lucides et les plus radicaux de la modernité. Donc quel est le rapport? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le rapport entre modernité et christianisme, ou modernité et catholicisme, ou modernité et protestantisme? Je peux dire un petit mot. Oui. En réalité, on a publié quelque chose dans Catholica sur le sujet, sur Luther, et c'était un article de mon fils, Gilles, qui avait présenté un colloque au Mexique, une intervention sur l'histoire du protestantisme et de la politique en France. Et en fait, il avait expliqué que les protestants étaient anti-monarchomaques, alors que les monarchomaques étaient des catholiques. Les monarchomaques, c'est ceux qui voulaient détruire le roi, quoi. Et les protestants, au contraire, étaient tout à fait pour le roi, pour l'ordre public, etc. Mais en réalité, les principes protestants posés par Luther et Calvin, suivant leur logique propre dans le temps,
je ne parle pas de la logique de violence et des guerres sauvages, mais je parle de la logique dans le temps, ont contribué complètement à l'avancée de la formation des principes démocratiques en particulier. Il faut savoir que l'Assemblée législative et la Convention ont été largement nourries par des représentants du protestantisme. Donc, et puis tout ce qui a suivi, bien entendu, on sait très bien, la banque protestante. Donc, il y a eu une histoire du protestantisme qui est une histoire d'une certaine évolution théorique qui a essaimé un certain nombre d'idées, alors même que les protestants d'origine n'étaient certainement pas du tout dans ce sens-là. D'autre part, il y a des tendances à l'intérieur du protestantisme. Il est certain que Jacques Ellul était un observateur excellent de la société, et Jean Brun, plus qu'un observateur, un philosophe qui voyait surtout, je dirais même en tant que luthérien, il voyait la prétention prométhéenne comme parce qu'il était contre, si vous voulez, il était contre les œuvres. Et la prétention de dominer le monde, de maîtriser tout, etc., c'est quelque chose qui lui sortait par les yeux. Donc ça le rendait très attentif à l'analyse, et du coup, l'analyse était très intéressante. Mais donc, il y a dans les gens individuels une interférence entre plusieurs aspects. On ne peut pas réduire les choses. Si je puis compléter, il y a un texte qui est très important, qui est du pape Pie VI, et qui est le bref Quod aliquantum, qui est de 1791. Vous trouvez ça sur Internet. Et que dit Pie VI? Eh bien, Pie VI parle précisément des principes de la Révolution française. C'est un texte philosophique. Il parle de la liberté, de l'égalité, de tout cela, donc de tout ce qui constitue l'anthropologie de la modernité. Eh bien, il nous dit, Pie VI, que ça vient de l'hérésie protestante et avant les protestants de Marcille de Padoue. Vous savez que Marcille de Padoue a été réédité par les protestants. Et Marcille de Padoue est considéré, donc c'est le XIIIe siècle, et il est considéré comme le penseur de la souveraineté populaire, en fait. C'est le premier à dire que le pouvoir est dans le peuple. Et il l'a fait pour le compte de Louis de Bavière, qui était en opposition avec la papauté de l'époque. Donc, cette idée que les principes de la Révolution française et de la modernité, les concepts, viennent du protestantisme, en fait, datent de Pie VI. Voyez. Mais aujourd'hui, personne ne nie que Marcille de Padoue a une grande influence. Alors après, j'ai fait une conférence l'été dernier sur le protestantisme et la démocratie. On peut faire une étude très, très scolaire de tous les philosophes des Lumières, qui sont presque tous protestants, d'origine protestante. On ne peut pas ne pas y voir une raison quelque part, si vous voulez. Et c'est tout simplement que tous ces concepts de liberté, de libération de l'ordre divin sont quand même nés dans l'opposition au moment du protestantisme. Je ne sais pas si tu... Oui, je voulais peut-être réagir à vos remarques sur Chesterton. Il est clair que pour lui, le protestantisme est clairement une hérésie du catholicisme, donc ça c'est évident. Quand il parle du lien il parle bien du lien entre modernité et christianisme, et il en fait bien une hérésie. Vous trouverez peut-être des passages plus à propos sur ce sujet dans un volume qui a été traduit l'année dernière, qui s'appelle La Chose, dans son titre français, la chose étant l'Église dans sa conception. Et il le cite à plusieurs, il établit à plusieurs, alors à tort ou à raison, ça peut se discuter, à plusieurs passages, il établit bien le lien entre une modernité qui découle du christianisme et qui en est une hérésie, puisque pour lui l'hérésie est principalement, c'est ce qu'il dit dans Hérétique, qui est consacré à dénoncer les modernes de son époque, qui répètent des erreurs religieuses selon lui, ces erreurs religieuses étant chacune des hérésies, parce que pour lui l'hérésie se caractérise par un élément, c'est qu'elle elle met un aspect du christianisme, elle fait d'un aspect du christianisme le tout, et
elle met en avant ce tout qui n'est en soi qu'une partie et déséquilibre l'ensemble, ce qui a été proprement, selon lui, l'un des effets de la modernité. Alors, juste parenthèse, mais j'y insiste toujours beaucoup, la phrase de Chesterton, ce ne sont pas les idées folles, les idées chrétiennes devenues folles, il ne parle pas du tout d'idées. Je ne sais pas d'où vient cette traduction est fautive, mais il parle de vertu chrétienne devenue folle. Ça, c'est juste une parenthèse.